Et pour ce grand entretien que je mène avec Richard Dessès. Bonjour Richard. Bonjour Liselotte et bonjour à tous les auditeurs. Nous recevons Mathieu Le Tourneur, juriste au sein de l'association Juristes pour l'enfance. Bonjour Mathieu Le Tourneur. Bonjour Liselotte, bonjour Richard. Alors on a appris il y a déjà quelques mois, mais on va en reparler, qu'aujourd'hui il y a effectivement un lien entre l'aide sociale à l'enfance et la prostitution des mineurs. Alors avant de rentrer précisément dans le sujet, est-ce qu'on pourrait commencer par expliquer aux auditeurs ce qu'est précisément l'aide sociale à l'enfance, s'il vous plaît? Oui, alors bien sûr, l'aide sociale à l'enfance, donc sa définition, c'est que ça vise à garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de l'enfant, à soutenir son développement physique, affectif, intellectuel et social, et à préserver sa santé, sa sécurité, sa moralité et son éducation dans le respect des droits. Donc voilà, il s'agit en fait pour l'État de prendre le relais et d'aider les familles en difficulté afin d'assurer la sécurité et le développement des enfants qui lui sont confiés. Mais effectivement, comme vous l'avez dit, depuis quelques années et surtout depuis l'année 2024, il y a un certain nombre de voix qui s'élèvent pour dénoncer des failles dans ce système et notamment des failles concernant la prostitution des mineurs. Donc ce sont des enfants, les enfants qui sont confiés à l'aide sociale à l'enfance sont des enfants qui ont des vies déjà plutôt traumatisées, des vies plutôt cassées, des vies plutôt brisées et qui devraient retrouver à l'aide sociale à l'enfance un endroit sécurisé, protégé, afin de se reconstruire et de guérir de toutes ces blessures. Or, on voit qu'il y a un certain nombre de dysfonctionnements euh, et, euh, et qui touchent vraiment un certain nombre de mineurs. On a eu une étude récemment du docteur Aziz Essadek Mm. qui a montré qu'il y avait environ 15 000, au moins 15 000 enfants en situation de prostitution au sein de l'aide sociale à l'enfance. Voilà, ce qui nous choque évidemment et ce qui révèle un problème majeur. Suite à ces révélations, la délégation aux droits de l'enfant de l'Assemblée nationale a pris le sujet à bras le corps et a mené et mène en ce moment des interrogations, enfin des interviews et des échanges avec tous les professionnels du secteur, que ce soit les associations, les policiers ou les structures de protection de l'enfance. C'est en ce moment même à l'Assemblée nationale. On espère qu'enfin la lumière sera faite là-dessus, mais non seulement la lumière, mais qu'enfin de vraies réponses seront apportées pour tous ces enfants qui souffrent et qui ont déjà une vie très dure et qui voient leur vie être encore plus dure au sein même d'une institution qui devrait les protéger et garantir leur sécurité. C'est ça, parce que souvent c'est des enfants qu'on enlève même à leurs parents, donc à tort ou à raison, souvent probablement à raison, parce qu'on considère que l'État est plus en mesure de les protéger, et là on réalise que non, c'est un échec énorme. Oui, il y a un échec, c'est sûr. Il y a aussi des enfants pour qui c'est salutaire d'être retirés, soit momentanément, soit pour du plus long terme de leur cadre familial qui peut être très violent, incestueux, etc. Mais il est vrai que ce constat, on peut faire qu'un constat d'échec euh, de, de ces politiques d'aide sociale à l'enfance, qui relèvent, on en parlera, mais il y a beaucoup de causes en fait à cet échec-là, notamment évidemment le financement de l'aide sociale à l'enfance, mais aussi une question plus sociétale de qu'est-ce que l'on veut, Mm. qu'est-ce que l'on veut dire aux enfants, quel est notre regard en tant que société sur la sexualité, quel message on veut transmettre aux enfants sur ce sujet-là, et on va voir que c'est un message qui est très important et euh, qui n'a pas les bonnes réponses aujourd'hui, vraiment pas. Et on le voit d'ailleurs avec le programme d'éducation à la sexualité qui répond pas du tout à ces questions et qui met le consentement au centre, qui n'est pas du tout la bonne réponse. Mais on en parlera éventuellement. Et oui, parce que souvent c'est des enfants, enfin donc la plupart du temps ce sont des jeunes filles, mais qui
probablement ont la sensation de faire ça de façon consentie, en fait. C'est pas, on parle pas de vol d'enfants avec des mises à disposition comme on aurait pu voir justement en Angleterre. Là, c'est quelque chose qui pourrait passer pour consentant. En réalité, un enfant, surtout quand il est détruit et qu'il a déjà une vie très compliquée, vous le disiez, c'est des profils très fragiles, il n'est pas forcément en mesure de savoir ce pourquoi il est réellement consentant ou non, ce qui est bon ou non pour lui. Voilà, effectivement, vous évoquez en fait, il y a une transformation de la prostitution en général, puisqu'on est passé d'une prostitution de rue à une prostitution sur Internet. Ce qui ne veut pas dire que ce soit uniquement virtuel, hein, mais Mm. tout l'amont se fait sur Internet. Avant, en 2015, vous aviez 10%, ou 2013, 10% de la prostitution qui se passait sur Internet contre 90% dans la rue. Et en fait, ce chiffre s'est totalement inversé. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui 90% de la prostitution qui se déroule sur Internet et 10% dans la rue. Vous dites que la Ce qui, prostitution se qui passe sur d'ailleurs Internet, c'est-à-dire que le racolage se fait sur Internet. Oui, alors racolage ou pas racolage, en tout cas la rencontre entre les deux personnes se passe d'abord sur Internet, effectivement. Voilà. Mais le racolage, ça a une définition précise qui n'est pas forcément recouverte dans tous les cas. Mais en tout cas, oui, cette rencontre-là se fait sur Internet pour 90% des cas. Et donc ça, c'est la prostitution en général. Et la prostitution des mineurs, elle n'a pas échappé à ça, voire elle a même, elle s'est même grandement développée grâce à Internet. Aujourd'hui, la prostitution des mineurs, ça concerne de manière générale les mineurs entre 14 et 17 ans. Bon, vous avez aussi des cas de mineurs de 11, 12 ans, 13 ans aussi, hein. Euh, et, euh, et voilà, on considère qu'il y a, c'est pour vous donner un peu le cadre général de la prostitution, en tout cas la réalité de cette prostitution en France. Alors, réalité, si j'ose dire, puisqu'on a un problème de chiffres, puisque alors, les autorités parlent entre 7 000 et 10 000 mineurs en situation de prostitution. Les associations considèrent qu'il s'agit très probablement du double. Et puis, les policiers et même ces associations-là disent qu'en réalité, il y a probablement une grande majorité de ces actes de prostitution qui passent sous les radars. Pourquoi? Parce que justement, elle a changé de forme, qu'elle ne se situe plus dans la rue, qu'elle n'est pas située sur un coin de trottoir, un coin de bois ou ailleurs, mais qu'elle est sur Internet. Et ensuite, une fois qu'on passe du virtuel au réel, ça se passe soit chez les clients, soit ce qu'on appelle de la prostitution logée. Donc c'est dans un hôtel généralement qui n'a pas de personnel à l'accueil, qui garantit donc une discrétion, pour pas dire un anonymat. Et puis vous avez donc chez le client à l'hôtel, et puis aussi via des réservations sur des sites de type Airbnb pour ne pas le citer. Et donc tout ça rend la réalité de la prostitution assez opaque. Et c'est pour ça qu'on a assez peu de chiffres sur le sujet. Et pour revenir à l'aide sociale à l'enfance, on a en réalité une seule étude qui nous a alerté récemment. C'est l'étude du docteur Aziz Sadek qui considère, lui, qu'il y a 15 000 mineurs en situation de prostitution au sein de l'aide sociale à l'enfance. Euh, donc, euh, donc voilà pour ce qui est de la réalité. Et vous le disiez, effectivement, ce sont des jeunes filles fragiles. Et les professionnels nous disent que les établissements d'aide sociale à l'enfance sont en réalité des cibles pour ces nouveaux proxénètes, ces nouveaux proxénètes de mineurs, dont on verra qu'ils ont un profil euh, qui est quand même assez différent de ceux d'avant. Eh bien, ces centres d'aide sociale à l'enfance sont des cibles où, en fait, on voit ces proxénètes, ces loverboys, comme on les appelle, qui tournent autour. Parce que, effectivement, il est beaucoup plus simple de, euh, de, de, de convaincre une mineure qui est déjà abîmée par la vie de se prostituer. Et ces mineurs abîmés par la vie, euh, on les trouve assez facilement dans les centres d'aide sociale à l'enfance. C'est pour ça qu'il y a un biais, c'est-à-dire que ce n'est pas l'aide sociale à l'enfance qui forcément crée des mineurs en situation de prostitution, mais c'est souvent que dans ces centres, il y a des mineurs qui sont déjà fragiles. C'est voilà. Je vous parlais de ces proxénètes. Euh,
En réalité, donc ça c'est Christophe Molmy, donc qui est le chef de la brigade de protection des mineurs qui le dit. On a effectivement peut-être 10 000, 15 000 mineurs en situation de prostitution, et on a en 2024 99 affaires de proxénétisme de mineurs. Donc c'est un chiffre donc qui est en augmentation majeure, puisque en 2013 il y en avait que 14, donc il y en a 99 en 2024, donc c'est quasiment fois 9. Mais il faut remettre ce chiffre dans le contexte, c'est-à-dire que vous avez 99 affaires de proxénétisme contre 10 000, 15 000, peut-être 20 000 mineurs en situation de prostitution. Donc on voit que il y a beaucoup plus de mineurs en situation de prostitution que de proxénètes. Probablement qu'on n'arrive pas à attraper tous ces proxénètes, c'est une évidence, mais ça montre aussi que il y a une prostitution des mineurs, des jeunes mineurs, des jeunes filles, effectivement, vous l'avez dit, mais qui se passe finalement de proxénètes au sens propre. En réalité, ce que vous allez avoir, ce sont des organisations qui sont totalement différentes des réseaux de prostitution qu'on avait avant. C'est-à-dire que vous allez avoir une jeune fille mineure qui va sortir avec, avec ce que l'on appelle un lover boy. Donc il va y avoir une relation presque amoureuse, hein, tout ça entre guillemets, entre ces deux personnes. Et puis ce garçon va lui donner de la drogue, de l'alcool, et puis lui proposer effectivement de rentrer dans de la prostitution. Alors parfois ça peut passer par les réseaux sociaux, ça peut passer par des comptes OnlyFans ou Mime, dans lesquels les mineurs s'exhibent. Et puis à la fin, ça peut passer par des relations sexuelles réelles avec de vrais clients. Et généralement, tragiquement, cette étape-là se passe par une sorte de rite initiatique abject, qui est que c'est bien l'amoureux en question qui se transforme un peu petit à petit en proxénète, vous l'avez compris, qui va lui-même en fait violer, agresser sexuellement cette mineure, afin de la préparer entre guillemets euh, pour euh, pour la prostitution au sens propre. Euh, donc voilà, et pour finir sur les proxénètes, on a beaucoup parlé de proxénétisme de cité. Alors c'est un terme qui aujourd'hui n'est plus utilisé parce qu'il stigmatise, mais il donnait une bonne approche de la réalité de ces proxénètes, qui étaient pour beaucoup donc des jeunes, hein, majeurs pour la plupart, hein, pour la grande majorité, mais jeunes, c'est-à-dire de 18 à 25 ans, qui, voyant que... Donc c'est généralement des délinquants, des petits délinquants du trafic de stupes, et voyant que le trafic de stupéfiants nécessite quand même une mise de fonds, nécessite de la logistique, du stockage, du transport, tout ça comporte des risques, demande de la main-d'œuvre et donc engendre des coûts. En réalité, ils se sont rendus compte que la prostitution était beaucoup plus safe, beaucoup plus rentable, puisque effectivement aujourd'hui, il y a une difficulté pour les services de police d'appréhender cette prostitution, cette réalité de la prostitution, on y reviendra peut-être. Et donc voilà, vous avez donc d'un côté ces proxénètes qui sont plutôt des jeunes délinquants, qui se reconvertissent finalement dans le proxénétisme. Et puis de l'autre côté, vous avez des profils de victimes qui sont, d'après les services de police, en fait, qui viennent de tout milieu, qui peuvent donc évidemment venir de l'aide sociale à l'enfance, mais qui viennent aussi de la France profonde, des beaux quartiers, etc. Mm. Si je Voilà, peux, vous avez alors. si je peux me Oui, pardon. permettre, Isabelle Santiago, donc députée du Val-de-Marne, qui est rapporteure pardon, de la commission d'enquête sur l'ASE, elle parle de maltraitance institutionnelle. Et elle parle de maltraitance institutionnelle d'un bout à l'autre de la chaîne. C'est-à-dire, elle considère que les nourrissons sont maltraités par la SE, que les enfants sont maltraités par la SE, que les adolescents sont maltraités par la SE. Rappelons que 25% des sans-abri en France sont issus de la SE. Donc, bien sûr, l'ASE accueille des personnes fragiles et des personnes qui ont été fragilisées par leur vie antérieure, mais on a l'impression que l'institution en tant que telle
ne fait rien, en fait, ou très peu, ou en tout cas pas assez, ou très mal, pour faire en sorte que ces gens aillent mieux. En fait, l'État se substitue à la famille en étant incapable d'accorder véritablement ce qu'il promet, c'est-à-dire une véritable protection et une véritable éducation. Oui, oui, tout à fait. En fait, ça fait écho à ce que l'on dit aussi sur le service public de la santé. Vous avez un manque de moyens. Enfin, d'abord peut-être un manque de moyens qui fait qu'on on n'a pas de temps à consacrer aux malades ou aux mineurs de l'ASE, et qui fait que évidemment, il y a à un moment donné, quand il y a une réduction de coûts et de personnel, des situations qui mènent à de la maltraitance. Ça, c'est évident. Euh, il y a une maltraitance, bon, institutionnelle, on peut le considérer effectivement, mais moi j'insiste aussi sur sur la société en général, en réalité, puisque euh, on a en fait désarmé, on désarme les professionnels de la protection de l'enfance, d'ailleurs de l'éducation, euh, de plusieurs manières. D'abord, il y a la question des moyens qui fait que tant qu'il y a, les moyens ne sont pas mis, effectivement, on les empêche d'agir comme ils le voudraient. Il y a évidemment plein de professionnels qui sont engagés dans leur mission et qui sont très bons, mais qui n'ont pas les moyens forcément euh, de, euh, de, de faire un travail qu'ils aiment, le travail qu'ils aimeraient faire. Il y a évidemment probablement des problèmes de recrutement aussi, puisqu'on sait que il est quand même plutôt aisé d'accéder de trouver du travail, parfois sans qualification, au sein de ces établissements de protection de l'enfance. Mais moi, j'insiste sur la réponse en fait que la société apporte. Puisqu'en réalité, vous pouvez pas tellement reprocher à des professionnels de l'aide sociale à l'enfance de ne pas faire leur travail si la société elle-même ne prend pas ses responsabilités. J'entends par là que la société s'interdit tout discours responsable sur la sexualité auprès des jeunes. Et on le voit bien dans le programme d'éducation à la sexualité qui est sorti le 6 février dernier. Euh, Vous avez un seul prisme, c'est le consentement. C'est le seul prisme. Alors, dès lors que vous avez ce consentement qui est l'alpha et l'oméga de l'approche ou du regard de la sexualité, sur la sexualité, qu'est-ce que vous pouvez dire à des mineurs qui se prostituent dès lors qu'elles consentent? Vous pouvez pas vous passer en fait d'un discours global sur la sexualité. Euh, il faut avoir un discours responsable qui rappelle que la sexualité est d'abord ordonnée à la procréation, hein, il faut pas l'oublier, mais que c'est en rapport avec une relation amoureuse, à l'affectivité, voilà, la place de l'amour. La science d'ailleurs a prouvé que l'amour crée l'hormone de l'attachement et constitue, participe à constituer ce lien particulier. Et il faut rappeler, et d'ailleurs le chef de la brigade des mineurs le rappelle, que, ça, que la prostitution, en fait, elle est banalisée. Elle est banalisée pourquoi? D'abord parce qu'il y a un accès au porno qui est massif chez les jeunes, et la société ne prend pas ses responsabilités pour interdire l'accès au porno. Alors il y a des choses qui devraient bouger dans les mois qui viennent avec des restrictions d'accès pour les mineurs. Enfin, on va voir ce que ça donne. Mais il y a aussi voilà, cette banalisation de la prostitution, cette glamourisation de la prostitution. Vous avez les affaires Zaya, par exemple, qui montrent que cette jeune fille qui s'est prostituée à l'âge de 14 ou 15 ans auprès de footballeurs très célèbres et qui aujourd'hui fait des défilés de mode et dont on peut considérer qu'elle a réussi sa vie. C'est une glamourisation de la prostitution. Et Et de j'en la termine aussi par... prostitution de mineurs, ce qui est même plus grave encore. Enfin, Mais voilà. bien sûr, Le... mais bien sûr. Mais en fait, c'est un continuum, si vous voulez. Dès lors que vous considérez que c'est le consentement qui est le Mm. prisme absolu des relations sexuelles, et que vous apprenez aujourd'hui, dès 4 ans, hein, le consentement, alors pas à la sexualité, mais le consentement est appris dès 4 ans à l'école. C'est le programme d'éducation à la sexualité. Et puis, il est décliné petit à petit, au fur et à mesure des classes, pour arriver à un consentement sexuel dès la quatrième. Ah, on comprend Donc, bien
On comprend effectivement le poids de la société, les responsabilités que la société doit prendre. Maintenant, je pense que si demain des parents découvrent que leur enfant entend ça à l'école, bon, c'est une première étape, on peut le regretter, certains le regretteront, d'autres pas du tout. En revanche, la plupart des parents ne vont pas laisser sortir leur fille de 13 ou 14 ans avec n'importe qui et puis se désintéresser de ce qu'elle fait. Pourquoi est-ce que l'aide sociale à l'enfance, qui est censée récupérer ces enfants et assurer auprès d'eux aussi ce rôle d'autorité que n'ont pas assuré leurs parents, est-ce qu'il n'y a pas un manque d'autorité aussi de la part de l'ASE? Est-ce qu'il ne faudrait pas mettre en place des mesures qui disent, voilà, maintenant, les mineurs qui nous sont confiés ne peuvent pas sortir sans qu'on sache avec qui ils sont, à quelle heure, voilà, peut-être même sans surveillance. Est-ce que là, il n'y a pas quelque chose d'assez évident à faire? Oui, en fait, évidemment, on constate que cet échec est aussi dû au manque de surveillance de ces mineurs. Voilà, mais voilà, c'est donc à la fois un manque de moyens puisque ces mineurs sont aussi les places en foyer ne sont pas extensives et qu'à un moment donné, si vous avez trop de mineurs, vous êtes amené à lâcher du lest. Vous avez aussi je le redis, mais cette difficulté pour les éducateurs de l'aide sociale à l'enfance à assumer un discours responsable, un discours qu'auraient des parents en fait, puisque vous avez ce prisme libertaire qui dit que dès lors qu'il y a un consentement, dès lors qu'on a été averti sur les risques et dès lors qu'on ne se met pas en danger et qu'on se protège, eh bien, vas-y mon enfant, fais ce que tu veux. Je caricature, mais en réalité, c'est ça le discours. Et admettons que vous soyez un professionnel de l'éducation, de la protection de l'enfance. Euh, Est-ce que vous allez assumer de dire non, non, non à un enfant, alors que toute la société, dans les discours de la société, c'est oui, oui, oui. Euh, je pense que aussi bien intentionnés que soient les professionnels de la protection de l'enfance, pardon, vous avez énormément de mal à assumer un discours responsable, un discours qu'auraient des parents, que pourraient avoir des parents sur tu ne sors pas, tu n'as pas de portable, tu arrêtes les écrans, etc., etc. Je pense, moi, que les agents de la protection, les personnels de la protection de l'enfance euh, sont aussi des produits de cette société-là. Et donc, c'est une réflexion de fond à avoir là-dessus. Mais vous avez raison, il faut avoir des professionnels qui soient extrêmement fermes sur ces sujets-là. Et c'est pour ça qu'il faut continuer à parler de ces sujets, continuer à les former. Et à mon avis, il faut réformer plutôt l'opinion, enfin les convictions ou les opinions de la société en général sur ces sujets. Et enfin, vous aurez une aide sociale à l'enfance qui prenne ses responsabilités et qui puisse dire non. Puisqu'en réalité, ce discours sur la sexualité, il faut réintroduire, en fait, si vous voulez, la question des interdits, la question, la question du non, la question de la sexualité n'a pas à rentrer dans ce qui est du domaine de l'enfance. Dès lors que vous êtes dans le domaine de l'enfance, vous n'avez pas à avoir de sexualité. Et puis ensuite, quand vous passez la puberté, à ce moment-là, il faut avoir un discours responsable et un discours qui rappelle ce que c'est que le corps, ce à quoi il est ordonné, ce qui constitue une sexualité épanouie, ça rappelle, voilà, enfin tout ce que l'on a dit. Et je reviens encore sur le programme d'éducation à la sexualité qui dit quand même globalement l'inverse et qui est aussi un sujet. Et il y a quand même, dans cette affaire de l'ASE, et je reprends votre chiffre, donc les 15 000 mineurs en situation de prostitution à l'intérieur de l'ASE, il y a quand même une faillite de l'État, qu'on le veuille ou non. Et on peut toujours accuser les budgets, on peut toujours accuser la formation, on peut toujours accuser le recrutement. À l'arrivée, c'est l'État a mis sur place une aide sociale à l'enfance qui ne réussit pas à tenir les promesses qu'elle a faites, et même pire, réussit à avoir constitué un milieu pathogène. Le rapporteur donc de cette commission d'enquête sur la SE, donc on ne parle pas de scandale, mais on devrait,
aboutit à des conclusions qui sont un peu les vôtres, et j'ai trouvé ça très intéressant. Elle en parle pour ce qui est des nourrissons, mais on voit bien que la philosophie va dans le sens de ce que vous dites. La meilleure réponse à la maltraitance, c'est la prévention, c'est de tout faire pour réduire la possibilité que les enfants soient exposés à des risques de négligence qui pourraient mettre en danger leur santé mentale et physique et les préparer à une vie entière de souffrance. À l'inverse du Québec, la France a construit une réponse essentiellement curative qui se déploie une fois les enfants effectivement mis en danger, c'est-à-dire trop tard. Ce que dit la rapporteure, c'est qu'en fait, la France, en refusant de mettre en place un véritable système éducatif, et au contraire en mettant même en place un système éducatif aberrant comme celui de l'éducation à la vie affective et sexuelle, crée les conditions des problèmes qu'elle n'est pas capable de résoudre ensuite. Oui, oui, bien sûr, non, vous avez parfaitement raison, et c'est effectivement un sujet. Alors après, on peut penser que, enfin, non, ce que je veux vous dire, c'est Non, non, que mais Et vous avez c'est parfaitement raison, insister ça sur le m'allait fait très bien. Hein. que, il faut oui, oui, non, conclure mais avec cette réponse, Mathieu Le Tourneur, il vous reste 30 secondes. entendu. Il y a effectivement une faillite de l'État qui est doublement problématique, qui est problématique pour les enfants et qui est problématique pour la société, mais surtout pour les familles, et les parents. Puisqu'en fait, avec ces affaires-là, vous n'avez finalement plus qu'une seule peur, c'est que vos enfants finissent à l'aide sociale à l'enfance. Que vous Mm. soyez de très bons parents ou de moins bons, en fait, vous vous rendez compte que il y a finalement assez peu de parents qui sont pires que l'ASE. Et donc, ça donne, si vous voulez, un sentiment de méfiance absolue de ces parents-là et de la société en général envers une institution en fait, qui est bonne en soi. C'est-à-dire que Rapidement, Mathieu l'institution de Tourneur. protection de l'enfance, lorsque les parents n'arrivent plus à bien élever leurs enfants, elle est bonne. Elle est bonne. Et il faut revenir à ça. Il faut revenir sur ces fondamentaux-là. Il faut que l'aide sociale à l'enfance, comme le dit sa définition, prenne en compte les besoins fondamentaux de l'enfant, soutienne son développement physique, affectif, intellectuel, social, préserve sa santé, sa sécurité, sa moralité et son éducation dans le respect de ses Mm. droits. Et on le fera avec cette prise de conscience que la société en général ne prend pas ses responsabilités sur le discours qu'elle a sur la sexualité, et notamment avec ce prisme du consentement Voilà. qui est aberrant quand on parle de mineurs. Merci Mathieu Le Tourneur de finir sur ces mots. Il y a beaucoup d'auditeurs qui critiquaient votre position sur le consentement. Vous ne validez pas cette idéologie du consentement, chers auditeurs. Réécoutez l'interview en entier. Merci Mathieu Le Tourneur et puis à très bientôt et bravo pour votre travail pour l'enfance.